Pouvoir s'occuper de ses enfants, pouvoir leur donner le meilleur de soi, leur garantir un avenir meilleur. Cela est le rêve de tout parent. Mais quand les enfants sont nombreux et qu'on n'arrive pas à s'en occuper, cela pose un gros problème. Pour donc espacer les naissances et faire en sorte d'avoir le nombre d'enfants que l'on veut, au moment où l'on veut, surtout avec les moyens dont on dispose pour s'en occuper, il y a le planning familial qui est proposé aux couples, aux familles. La question que nous nous posons ce matin, mesdames, messieurs, c'est de chercher à savoir si dans le couple, est-ce de commun accord que madame et monsieur devraient décider donc d'adopter une méthode de planning familial où l'un des conjoints peut se lever à l'insu de l'autre sans en avoir parlé avec l'un ou l'autre et se lève et va le faire. Dans ces conditions, quelles pourraient être les conséquences s'il n'y a pas de consensus? Est-ce que déjà, ce n'est pas la porte ouverte peut-être à une rupture ou bien à des problèmes dans le couple? Nous allons en parler. Sur ce plateau, nous avons deux invités. Nous avons Madame Rouni, oui. Françoise, vous êtes médecin. Oui. Avec vous, nous allons aborder la question. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons en face de vous monsieur Patrick Zinvoedo. Aujourd'hui, on ne vous reçoit pas comme diététicien, on va vous recevoir comme père de famille. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pensez-vous, monsieur Zinvoedo, qu'un consensus est nécessaire dans le foyer pour décider d'une méthode de contraception? Oui, naturellement, un consensus est nécessaire dans le foyer pour décider d'une contraception parce que, vous savez, quand il n'y a pas un consensus, je me rappelais d'un ancien ami, il est actuellement dans les 96, il dit en couple il faut 3 mots, s'il vous plaît, pardon, excuse-moi. Donc je pense que le consensus commence par là et après cela il y aura un bon résultat. Donc ça veut dire que sans consensus, on n'adopte pas une méthode de planification familiale? Non, jamais, c'est pas bon. Il faut un consensus, il faut une entente. Comme l'avait dit en introduction, l'enfant, un enfant, 2 enfants, je pense qu'il faut l'essentiel, c'est de l'entretenir pour qu'il soit un produit, une économie pour son pays. Mais 4 enfants, 5 enfants, et après peut-être en prison ou bien en cocaïne, bien c'est quoi, là c'est pas bon. Il faut investir sur l'enfant et pour investir sur un enfant, il faut se préparer, il faut anticiper. Donc la planification familiale, c'est capital, c'est obligatoire. C'est obligatoire, ça, mais... déjà, il le faut. Oui, il le faut, mais vous savez que il le faut, mais sur d'autres plans aussi, il faut voir ça. Parce que tu peux le faire et il y aura des conséquences après. Donc, tout est une question de consensus de base. Est-ce que tu peux supporter les conséquences? D'accord, si je peux supporter, allez, c'est comme ça. Madame Rouni, vous êtes, avant d'être médecin, vous êtes femme. Dans le couple, pensez-vous que ça doit être une question de consensus d'abord, avant que dans un foyer, la femme, ou encore même l'homme, parce qu'il y a des méthodes pour les hommes aussi, adopte une méthode de contraception? Bon, avant d'aborder la question, moi je voudrais lever la confusion qu'il y a entre le thème planification familiale et contraception. La contraception, c'est un volet de la planification familiale. Donc, par définition, la planification familiale, c'est l'ensemble des moyens, mesures mises à la disposition des individus, du couple, de la communauté, pour permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, qui est la définition de la contraception, et de permettre aux couples qui sont infertiles ou stériles de procréer ou bien d'avoir un enfant, et de permettre aux individus d'avoir une sexualité responsable et de prévenir les IST, dont le VIH-Sida. Donc la planification familiale, c'est vaste. Oui, c'est vaste. Donc quand on parle de planification familiale, c'est avoir le nombre d'enfants qu'on veut, quand on veut, c'est aider les couples qui désirent d'enfants et qui ont cette difficulté de l'avoir, et également d'avoir une sexualité responsable
de prendre en charge les IST, de les prévenir, de les guérir. Tout ça, c'est dans la planification familiale. Et c'est tout ça qui doit nécessiter discussion. Oui. Alors, mais est-ce que vous pensez qu'un partenaire peut se lever et aller mettre en place un moyen de contraception sans l'aval de l'autre? Je préfère aborder la question en parlant d'abord des avantages que la contraception apporte dans le couple. Quand nous prenons la femme, les avantages dont elle bénéficie en adoptant une méthode contraceptive, c'est que ça lui permet d'espacer les naissances. Et en espaçant les naissances, ça lui permet de vaquer, de mettre en œuvre son plan de vie. Parce que les enfants rapprochés ne permettent pas vraiment à la femme d'être psychologiquement stable, même physiquement. Et en dehors de ça, ça permet à la femme... Vous voulez dire, je ne vous arrête pas, vous voulez dire que les enfants en griffe que nous appelons près de vous ne sont pas intelligents? Je ne dis pas ça. Oh, j'ai mal compris alors. Non, quand c'est des enfants rapprochés, quand il y a des grossesses rapprochées, ça ne permet pas à la femme de retrouver son équilibre physique et même psychologique. Okay. Et ça a un impact aussi sur l'enfant et sur le père de famille. Parce que l'enfant qui a 1 an et déjà la maman contracte une grossesse, on peut ne plus trop s'occuper de cet enfant-là. Et ça peut jouer sur son développement et ça peut jouer sur la survenue des maladies. Donc, ça peut fragiliser son immunité. Okay. Parce qu'à 1 an, souvent, les femmes, quand elles tombent enceintes précocement comme ça, elles sevrent l'enfant. Le sevrage est précoce. Oui. Or, on sait que le lait maternel détient des anticorps qui protègent l'enfant. Donc, ça fragilise l'immunité, ça fragilise la santé. Il y a quelque chose qui manque pour la croissance de l'enfant. Voilà. Maintenant, quand tu n'as pas planifié la survenue d'un bébé et sa vie, ça a un impact sur l'autonomisation de la maman, sur ses activités génératrices de revenus. Et également, ça bouleverse le budget de la famille. Et sur le plan national, ça peut impacter sur l'éducation de façon générale. Parce que quand les enfants vont à l'école et que la maman a déjà un autre bébé ou bien une autre grossesse, on sait qu'une grossesse ou bien un enfant à soutenir, c'est des moyens aussi. L'enfant qui va à l'école et qui revient, qui demande un besoin, qui a des besoins à satisfaire et qu'il y a déjà une consultation prénatale à faire, on privilégie cette consultation prénatale ou bien au détriment de la satisfaction du besoin de l'enfant. Donc, quand on voit tous ces avantages que procure la contraception, on se rend compte que ces avantages profitent à tout le monde dans le foyer. Donc, normalement, le sujet contraception, c'est une affaire du couple. Ça devait être normalement un consensus. Systématique. Donc, oui, normalement. Il ne devait pas avoir de réticence par rapport à ça, parce que les bénéfices qui en découlent profitent à tout le monde. Mais finalement, pourquoi autant de réticence? Bon. Surtout au niveau des hommes, hein? Surtout au niveau des hommes. Bon, oui, vous savez, les hommes veulent tout contrôler chez la femme. Et la peur qu'ils ont par rapport à la contraception, ils se disent que ça peut créer une aisance. Bon, je veux parler peut-être de l'infidélité chez la femme, mais au fait, l'infidélité, c'est un fléau social. Quand tu as une bonne éducation, tu ne peux pas t'adonner à une infidélité. Donc, je ne vois pas pourquoi la contraception doit susciter quelqu'un à aller commettre de l'adultère. Monsieur Zivoido, prenons ce pan de la question. Si la contraception est là, l'homme peut dire c'est la porte ouverte à l'infidélité, ma femme peut aller faire ce qu'elle veut du moment où elle sait qu'elle ne va pas tomber enceinte, puisque c'est la survenue d'une grossesse certainement qui fait que dans certains cas que le poteau rose est découvert. Alors, une telle pensée des hommes, qu'est-ce que quel est votre avis sur la question? Bon, en fait, vous savez, en toute chose, il faut la confiance, la crédibilité. Et tout part du point haut.
Donc c'est une question de base. Si vous êtes fier de votre femme, vous êtes sûr de votre femme, et vous la piégez, parce que nous les hommes, on a des techniques de piège que la femme ne maîtrise pas. Oui, on a des techniques de piège. Vous pouvez nous en donner quelques-unes. Voulez-vous que M. Zivoy nous vende les armes? On a des techniques de piège, donc tout est question de... Elle a dit quelque chose, madame a dit quelque chose tout à l'heure. Madame Kouyi. Madame Kouyi, c'est une question de responsabilité. Responsabilité sexuelle, c'est ça, hein? Oui. Donc, c'est une question d'entente de base. Si vous maîtrisez votre femme, elle vous maîtrise, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais je voudrais poser une question à madame. Tout à l'heure, vous avez énuméré les avantages de la contraception. Je pense qu'il y a toujours il y a avantages et inconvénients. Hein. On va revenir sur les inconvénients du moment où vous avez énuméré les... Il veut certainement dire, M. Zivoy, il veut certainement dire que c'est à cause des inconvénients que beaucoup d'hommes sont réticents. Ces inconvénients, on va en discuter. Non, c'est vous qui avez parlé des Davantage, il n'y a pas d'inconvénients. Ah, mais non, on ne sera pas d'accord avec vous. Voilà. Non, je comprends, madame. Vous ne veut pas vendre son produit et le détruire en même temps. C'est ça. Mais en réalité, il y a des inconvénients. Il y a déjà eu des cas où des femmes ont eu des effets secondaires, il y a eu des problèmes plus tard. Quand c'est comme ça, est-ce qu'en voulant régler un problème, on n'en crée pas d'autres? Bon. Et quand vous parlez d'inconvénients, le plus souvent, la rumeur dit que quand on adopte une méthode contraceptive, on a de difficultés à concevoir après. Et nous savions qu'il y a des femmes qui n'ont jamais adopté une méthode contraceptive et pourtant ont des problèmes de fertilité et pourtant sont stériles. Donc, les méthodes contraceptives, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui sont des méthodes permanentes et il y en a qui sont des méthodes réversibles. Concernant les méthodes réversibles, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un corps étranger qui est introduit dans l'organisme. L'organisme s'adapte et quand on le retire, quand on retire ce corps, ou bien on arrête cette méthode-là. Vous voyez, moi je donne toujours l'exemple d'un individu qui a dormi. Quand on le réveille, ce n'est pas aussitôt qu'il est actif. Donc ça dépend de l'organisme de chacun. Quand tu arrêtes la méthode, ton organisme peut reprendre rapidement et être apte pour une nouvelle grossesse. Comme il peut mettre du temps. Ça peut mettre du temps avant de reprendre. D'accord. On va revenir dans le sujet autrement. Prenons un cas, le cas où l'un des conjoints va adopter la méthode de contraception sans informer l'autre. Selon vous, qu'est-ce qui peut se passer dans ce couple? Donc, quand c'est le cas, celui qui a adopté la méthode contraceptive sera stressé parce que de peur que le partenaire ne découvre qu'il a adopté une méthode contraceptive. Ça peut créer un manque de confiance dans le couple. Ça peut aussi entraîner un manque de soutien pour la continuité de cette méthode contraceptive-là. Voilà, mais moi, je vais peut-être demander à M. Zivoy-Do, lorsque face à vos difficultés financières, vous ne savez plus quoi faire et madame propose qu'on essaie de limiter, sinon d'espacer les naissances. Avec toutes ces difficultés, vous, monsieur, vous dites quand même niet. Je ne veux pas arrêter, je ne veux pas que tu adoptes une méthode de contraception. Vous trouvez que madame, avec tout ce qu'elle voit là comme difficulté, elle va toujours attendre le consensus? Est-ce qu'il faut l'accuser lorsqu'elle est allée faire la méthode à l'insu de son mari? Oui, il faut l'accuser parce que vous entendez vous coupler et spontanément elle se lève pour aller faire la contraception. Il faut au moins la parole, c'est une puissance. S'il te plaît, voilà les conditions, je vais aller faire telle chose. Naturellement, il peut accepter. Et quand il n'accepte hier, par pas? exemple, moi j'étais avec ma tante paternelle à Porte-Nouveau. Elle a fait 7 enfants. Je lui ai dit, mais en parlant, elle me disait, si je fais un enfant, je fuis mon mari. Ils sont dans le ménage, hein, mais elle a les techniques pour fuir son mari. Parce qu'elle sait que directement, si elle va, il y aura encore un enfant.
une grossesse. Donc, naturellement, elle fuyait, elle gérait tout ça pour avoir 7 enfants. Et c'était dur, c'était difficile. Mais aujourd'hui, tous les enfants sont des personnalités, des intègres. Donc, c'est pourquoi je disais au départ, tout est question de base. Quand tu te soumets... Mais on vous dira aujourd'hui que cet enfant n'a pas 7 ans qui court, que c'est pas fait. Oui, c'est ça. Alors nous sommes si aujourd'hui... Si c'est enfant qu'elle allait faire jusqu'à 7, la fuite, elle en ferait voilà. D'accord. Donc tout est question de volonté. Mais la contraception, bon, moi je n'adhère pas trop cela. Ah oui? Oui, parce que, vous m'excusez, il y a des gens qui viennent au cabinet et c'est eux-mêmes qui disent qu'elles ont fait telle chose et voilà les conséquences. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, les patients même, qui exposent le problème. Et ils ne savaient même pas, des injections, en tout cas, et ils ont des conséquences sur les hormones, sur la santé, des fois l'obésité, la difficulté de diminuer du poids, tout ça. Donc, c'est pourquoi je demandais aux médecins de nous expliquer les conséquences, bien les inconvénients. Les effets secondaires, ça ne nous dérange pas. Voilà. Donc, en tout cas, en toute chose, il y a le positif et le négatif. Donc, on doit analyser ensemble avec madame pour savoir, si on faisait la contraception, est-ce qu'au moment T, tu peux m'accompagner s'il y a des difficultés? Il faut qu'il y ait des ententes de base. D'abord, avant de s'engager. Moi, je vois que c'est mieux parce que enfant, on dit nous à huis clos et nous fifaton. Vous comprenez, non? Donc, il faut qu'il y ait une entente de base. C'est ce qu'on fait à huis clos se déroule sans difficulté. Sans difficulté. Voilà. Puisque c'est quelque chose qui est planifié, c'est quelque chose sur lequel vous êtes entendu. Voilà. Il y a même de jeunes filles aujourd'hui en copinage, et pour ne pas avoir ce genre de problème, rapidement, ils vont faire la contraception sans avertir leurs copains. Mais ça, ce n'est pas encore un problème, parce qu'il y a encore le libertinage, ils se disent encore, bon, je n'ai pas encore rempli les formalités, donc je peux faire ce que je veux. Mais attention, il faut toujours dire, s'il te plaît, monsieur, voilà ce que je peux faire. Est-ce que tu as les moyens? Oui, j'ai les moyens. Tu peux supporter? Tu es sûr de supporter les conséquences? Oui, je peux supporter, parce que les enfants sont tellement énormes et il faut qu'on limite. D'accord, il faut aller le faire. Mais il faut une autorisation de base, c'est ce que moi je dis. Les deux doivent pouvoir s'entendre. Voilà. Allez, le débat commence par être chaud et nous allons à présent écouter et suivre nos compatriotes que nous avons rencontrés à Cotonou et qui se sont exprimés sur la question. Le planning, c'est un moyen d'espacer les naissances et de limiter le nombre d'enfants. Donc, cette décision ne peut émaner que des deux personnes. La femme soit ne pas se lever et aller entreprendre un planning. Comme l'homme seul ne peut pas se lever et aller entreprendre un système de planning. Donc, forcément, c'est une décision qui doit émaner des deux parties. Si elle dit que le mari le refuse, certainement le mari a ses raisons. Donc, il va falloir qu'elle aussi essaie de comprendre son mari. Certainement, déjà, avant qu'ils ne se mettent ensemble, ils devaient s'entendre sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire le nombre d'enfants à faire. S'il en passe ça au départ, et que c'est au moment où ils sont ensemble que la femme peut se lever elle seule, prendre l'initiative d'aller entreprendre de planning familial, je pense que ça ne va pas. On a un planning, surtout pour un taux. Tu vois, un bleu planning, mon coton, parce que moi aussi, c'est un meilleur, il y a un donné l'Italie à sous-temps. Donc, déboudé, on a déjà eu le bloqué, on a un sous-temps, on a un sous-temps de l'Union. Nous, au fait, c'est des habits, mais le corps en zangé. Sous nous, il y a des zangés, sous nous, il y a des tabacs, et ils ont un surtout pour nous rentrer, parce que nous avons des bérédis. Si possible, on va surtout pour nous un tout en fait. On a un bleu, on a un timé. Nous, à travers nous, surtout le planning. Même avec Béa, mais dès assurer de période, et non avec Benoît et Joël. Donc, on reçoit la raison de l'avancer, et non, on a à s'y on a égbé. Et nous avons pour moi, surtout avec Béa, et un bon d'autres planning, ça, ce n'est pas bon. Ça peut créer le divorce. Je suppose que je reviens à la maison un soir et que ma femme me dit qu'elle allait faire ci, qu'elle allait faire ça. On va avertir, bon, ça peut créer une frustration. Normalement, c'est une femme qui veut faire le planning.
fâcher même un médecin, on doit nécessairement demander la présence effective de son mari, normalement, avant de le faire. Si ce n'est pas fait de cette manière, le mari peut peut-être porter plainte, comme celui qui l'a fait. Le planning familial, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais normalement, eux-mêmes, ils doivent le faire quand même à des couples qui sont consentants. Ils peuvent même avoir des actes qui doivent forcément nécessiter, peut-être si le mari n'est pas présent, au moins un papier qui prouve qu'il est consentant. Eh oui, le consensus, jusqu'à aller laisser un papier qui prouve que le mari est d'accord. Ah, Koba. Madame Kouni, votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Oui, bon. Concernant l'opinion des uns et des autres, et je suis tout à fait d'accord que normalement, ça devait être un consentement entre les deux partenaires. Mais il arrive, comme Madame la journaliste l'a dit tantôt, qu'il n'y a pas d'entente. Et le problème se pose. La femme qui vient d'accoucher, elle est à 2 mois et elle sait que déjà à 2 mois, elle a le retour des couches et que le mari lui demande les rapports sexuels. Elle ne peut pas refuser. Elle peut encore tomber enceinte à tout moment. Mais il ne faut pas oublier que la loi a prévu des articles. Il y a une loi, la loi 2003-04 du 3 mars 2003 qui aborde la santé sexuelle et la reproduction. Et cette loi est tirée de la Charte des Nations Unies des droits de l'homme. Et en son article 3, il y a l'article 2 et l'article 3 qui en parlent, ainsi que l'article 7. Donc les parties qui nous concernent le plus dans ces articles, je vais les lire et on va entendre pour que chacun comprenne que quand il n'y a pas de consensus, l'un des partenaires peut prendre la décision de le faire. Donc, dans l'article 2, il est dit « Aucun individu ne peut être privé de ce droit dont il bénéficie sans aucune discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la fortune, la religion, l'ethnie, la situation matrimoniale. » Et l'article 3 parle de l'autodétermination en matière de procréation. Tout individu, tout couple a le droit de décider librement et avec discernement de la taille de sa famille et de procréer au rythme de son choix dans le respect des lois en vigueur, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Pour ce faire, tout individu a le droit de choisir la méthode de planification familiale qui lui convient et de disposer des informations nécessaires. L'article 7 dit « droit à la non-discrimination ». L'autorisation du partenaire ou des parents avant de recevoir des soins en matière de santé de la reproduction peut ne pas être requise pourvu que ce procédé ne soit pas contre la loi. Eh bien, voilà ce que dit la loi. On est d'accord. Mais dans la réalité des choses, il y a selon un la loi, on n'a pas besoin de consensus. de consensus. L'idéal, c'est consentante. Mais quand on mais s'entend s'il pas... n'y a pas entente et que l'un trouve que c'est nécessaire pour lui d'adopter une méthode. Maintenant, si ce choix est fait avec cette porte laissée ouverte par la loi et que cela, un intervenant l'a dit tout à l'heure, conduit au divorce, est-ce qu'on n'est pas en train de disloquer la société de cette façon? Bon, normalement, c'est comme on le dit toujours, c'est l'idéal. Mais s'il n'y a pas de consensus, on le fait. Mais en prenant cette décision, vous êtes responsable de ce qui va en découler. Tout simplement. Alors, M. Zivoedo, vos impressions? Oui, elle a tout conclu déjà. N'est-ce pas? Oui, vous êtes responsable de ce qui va en découler. En tant qu'adulte, mais ce que moi je dis... toute décision que vous preniez, vous devez être responsable de ça. D'accord. Ce que moi je dis, nous créons des lois. Mais est-ce que les lois peuvent nous supporter à la dernière minute? Non, ça dit, je pose des questions. Si il y a divorce, la loi viendra sauver la divorce? Ou bien? La loi ne va pas arranger le foyer? Non, mais M. Zivoedo, je ne défends pas ces dames-là qui le font, mais elles ne le font pas délibérément, mais pour sauver une situation. Quelle situation?
le chômage du mari, le mari qui n'a peut-être pas de boulot. La responsabilité sexuelle est où? Où est la conscience? Il faut une entente. Quand vous parlez de responsabilité sexuelle, qu'est-ce que vous voulez y mettre? Il faut espacer. Si tu veux 2 enfants, il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. Il faut prévenir, il faut anticiper. En quoi faisant adopter une méthode. Écoutez, dans toutes les méthodes dont nous parlons, il y a aussi la méthode naturelle. Seulement que, comme le dirait l'autre, quand le démon de midi va se lever, et se lever n'importe quand et n'importe comment, voilà ce qu'il fera. Les hommes n'ont pas cette mentalité, c'est ça. À tout moment. C'est des exercices qu'il faut faire. C'est des exercices. Quand vous faites, par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui joue tennis de table, quelqu'un qui fait la marche, il peut être déçu du cesse. Oui. Les hommes... Non, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est des exercices qu'il faut faire. Et quand tu élimines, quand tu transpires, il y a beaucoup d'exercices. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui regardent M. Zivor et qui vont dire, lui n'a rien compris. Ils vont vous traiter même d'idéaliste. Vous avez souffert dans votre enfance. Oui. Et peut-être que votre papa est polygame. Et vous avez vu des faits. Vous devez prendre conscience. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut voir. Et on suppose que toi, tu as souffert de 6e en 3e. Et peut-être tu as souffert pour avoir tout ce que tu as voulu. Et tu vas reprendre les mêmes erreurs. Il faut voir tout ça. Mais malheureusement, quand on va au niveau des centres des centres sociaux, où on fait la promotion de l'éducation, on a tellement de femmes qui viennent à l'insu de leur mari. Oui, elles sont nombreuses. Il y a même une cousine qui a fait ça récemment. Bon, la loi est de leur côté, de toutes les façons. La loi reste la loi. Il y a divorce. Il y a divorce. Ah oui, cela a conduit au divorce. Oui, parce que le monsieur a dit, mais est-ce que je t'ai recommandé d'aller faire? Sûrement dans sa tête, il va se dire, si tu es allé le faire, on n'a plus des arguments. C'est sûr que tu avais d'autres idées derrière la tête. Madame Rouy, au niveau de cette structure, vous travaillez quelque part où on fait la promotion de la planification familiale. Vous exigez la présence du couple avant de faire adopter la méthode ou en fonction de la... Non, pas nécessairement. Quand une femme vient par exemple me dire, j'ai 5 enfants, mon époux ne s'occupe pas plus des enfants, je suis seule là, et me débrouiller pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. On ne peut pas dire à cette femme... Cette réalité-là suffit. Hein. Oui. On ne peut pas dire à cette femme d'avoir le consentement ou bien d'amener son époux pour qu'on ait son avis avant de lui. Mais l'autre chose, est-ce que vous avez fait les enquêtes pour vérifier si quand c'est comme ça, avec les femmes, on discute pour voir quelle méthode d'accompagnement et mettre en place pour que le mari ne découvre pas. Oui, mais justement, en faisant ça, il n'y a pas une sorte de complicité que vous faites avec ces femmes. Parce que Heureuse disait tout à l'heure, quelle preuve avez-vous sur la simple déclaration de la dame que le monsieur ne s'occupe pas des enfants avec elle? Non. Vous n'avez aucune preuve. Et donc, quand tu as ton patient devant toi, tu dois avoir un minimum de confiance. En elle. Tu n'as pas besoin d'aller faire des enquêtes avant d'avoir confiance en ta cliente. Non. D'accord. Je suppose maintenant que le consensus est adopté au niveau des 2 partenaires. Ils sont venus, ou bien l'un ou l'autre est arrivé, la méthode est adoptée. Puis après, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on en parle. Il y a eu des effets secondaires. Comment est-ce que non maîtrisés par le couple? Comment vous faites dans ces cas? D'abord, avant d'adopter une méthode contraceptive, il y a un examen qu'on réalise, un examen clinique qu'on réalise. Pas nécessairement des examens paracliniques. On n'a pas besoin nécessairement d'examens paracliniques avant d'adopter une méthode. Donc, au cours de l'examen clinique, on demandera à la femme ses antécédents parce que chaque méthode a ses contre-indications. Donc, en fonction de ce que nous avions eu à l'examen clinique, on peut donner des conseils à la femme pour qu'elle puisse faire le choix judicieux de la méthode qu'elle veut adopter. Elle peut proposer une méthode, mais avec ses antécédents, on peut l'orienter vers une autre méthode. Tout ça, c'est pour aller au-devant des effets secondaires. Maintenant, si avec toutes ces précautions prises, elle présente des effets secondaires, il y a des rendez-vous qu'on leur donne.
quand elles viennent au rendez-vous, on recense les effets ou bien les inquiétudes. Et en fonction de ces inquiétudes, on peut prescrire des médicaments. D'accord. Madame Houyi, je ne vous stoppe pas. Nous avons en ligne notre personne, notre experte au téléphone, Madame Blandine Vigan. Elle est conseillère matrimoniale. Madame Blandine Vigan, bonjour. Vous êtes en direct dans l'émission Nopiden ce matin. Merci d'avoir accepté donc notre appel. Dites-nous. Oui, bonjour monsieur, bonjour chers invités. Bonjour. C'est avec joie que je suis avec vous ce jour. Merci. Alors, dites-nous, le consensus est-il forcément nécessaire dans la réalité de notre société pour adopter le planning familial? La planification familiale consiste en l'utilisation de différentes méthodes de prévention de grossesse non désirée et d'espace de naissance. Pour ce fait, je dirais oui et non, en ce sens que... Allô? Oui, nous vous suivons, madame. Oui, toute personne sexuellement active doit avoir recours à cela, à la planification, pour pouvoir bénéficier de la possibilité de mûrir en tant que conjoint et parents potentiels avant de donner naissance à des enfants et de les éduquer. Pour également prendre le temps de préparer un environnement optimal pour la croissance et le développement de l'enfant, physiquement, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement et socialement. D'accord. Il est également important d'y penser parce que cela peut faciliter le bonheur de la famille en rapport avec ses besoins et ses objectifs et en accord avec les principes de chacun. Alors, vous avez commencé par dire que le consensus est possible, mais qu'il est possible aussi de ne pas obtenir le consensus avant de le faire. Sur ce dernier pan, quel est votre argumentaire? Pardon, s'il vous plaît. Vous avez commencé par dire que le consensus est nécessaire, mais dans le même temps, il peut y arriver que le consensus ne soit pas obtenu pour passer donc au planning familial. Dans ce dernier cas-là, qu'est-ce qui justifierait la décision unilatérale d'un conjoint ou d'un des conjoints d'aller faire le planning familial? Bon, ce qui pourrait justifier cela, si j'ai dit tout à l'heure qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas consensus, Oui. ce n'est pas en rapport avec le couple. Je disais qu'il y a consensus lorsque il s'agit de personnes sexuellement actives. Maintenant, nous parlons de couple. Quand on est dans le couple Oui. et que le consensus n'est pas obtenu, un partenaire peut donc aller sans l'aval de l'autre faire le planning familial. Il y en a qui le font et nous rencontrons des situations du genre lorsque le partenaire qui s'est lancé dedans unilatéralement commence par subir les inconvénients. Parce que si tu dois opter pour une méthode de planification, il faut que tu sois suffisamment informé. Il faut que tu sois suffisamment informé et que ton partenaire de vie puisse accepter cela, accueillir cela avec toi. Quel type de conséquences vous rencontrez justement dans ces situations-là? Dans cette situation-là, on a eu à voir des couples où la confiance prend un coup. Lorsque le conjoint concerné n'était pas avisé avant le consensus au planning, il y a une crise de confiance qui naît et qui se généralise petit à petit parce que la conjointe qui allait opter pour une méthode de planification n'a pas pris le temps de discuter avec son conjoint de la méthode adaptée à leur couple, du nombre d'enfants qu'ils désirent avoir, des points d'espacement de naissance qu'ils ont prévus. Il y a ces problèmes qui font que unilatéralement, le manque de communication dans le couple entraîne cela. Il y a également la désapprobation marquée de certains partenaires qui fait que la conjointe s'engage librement à aller se jeter dans
des méthodes unilatérales de contraception. Alors, dans ce cas, idéalement, quel conseil pourriez-vous donner aux couples qui discutent de ce sujet? Aux couples qui discutent de ce sujet, nous leur demandons, nous les informons des différentes méthodes qui existent, les méthodes traditionnelles, naturelles, artificielles et j'en passe. Nous leur présentons les risques encourus à travers chacune de ces méthodes et en fonction du choix qu'ils ont opéré, nous leur prodiguons les conseils qu'il faut ou bien les orientons vers des gynécologues pour plus de conseils concernant le choix ou le moyen à adopter. Madame Blandine Vigan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté cet éclairage ce matin. Excellente journée à vous. Merci bien, monsieur. Et j'aimerais rappeler encore une fois aux téléspectateurs qu'il faut prévoir l'avenir. Mais il est important que le couple discute soigneusement dans un esprit de prière et arrive à une décision concernant le nombre de ses enfants et l'espacement des naissances, tout en ayant la marge d'enfants, tout en prévoyant la marge d'enfants non prévus. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, c'était là, Madame Vigan Blandine, elle est conseillère matrimoniale. Eh oui. Alors, Madame, Monsieur Zinvoido, vous avez suivi Madame Blandine Vigan. Elle a dit pratiquement les mêmes choses que vous. Il faut le consensus, mais au cas où il n'y a pas le consensus, un partenaire peut délibérément donc opter pour le planning familial. Sauf qu'il y a des conséquences à gérer après. C'est ça. Donc, ces conséquences, est-ce que la partenaire peut gérer ça elle-même? C'est ça le problème. Le plus souvent, quand on invite le partenaire, on discute, on lui montre du doigt les avantages. La plupart du temps, les hommes reviennent sur leurs décisions. La plupart du temps, ils reviennent sur leurs décisions. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information aussi. Ce qui fait qu'ils sont réticents. Ils sont réticents, ils ont des craintes. Le plus souvent, ils reviennent sur leurs décisions. Quand on leur dit c'est pour telle raison, et même ils touchent du doigt l'utilité de la contraception dans le couple. Le plus souvent, ils reviennent sur leurs décisions. À la fin, Mme Vigan disait il faut prévoir l'avenir. Oui. Et si les hommes, finalement, ils ont compris que c'est bon, s'ils n'ont pas les moyens pour supporter les conséquences, comment ça va se faire? Vous parlez de quelles conséquences? Les conséquences sur le plan sanitaire? Oui, sur le plan sanitaire. Vous parlez des effets secondaires. Je disais tantôt. Ensemble, je crois qu'ensemble, ils pourront supporter les conséquences. Les conséquences dont on parle, c'est quoi? C'est les effets secondaires. Oui. La prise en charge des effets secondaires ne demande pas une fortune. Mais à part les effets secondaires, il y a aussi les crises dans les familles. Quelle crise? Les divorces, par exemple. Puisque nous venons d'avoir un témoignage comme quoi il y a un couple qui s'est disloqué, le planning a conduit donc au divorce. Ça, c'est une conséquence, par exemple. Parce qu'on n'a pas su leur gérer avec eux. Peut-être que la femme est restée à gérer ça. Elle n'a pas fait le retour elle n'a pas centre. fait le retour. D'accord. Je pense que ces informations, il faut qu'on passe aux femmes qui viennent seules ou bien prennent la décision unilatéralement pour le faire, pour que à l'avenir, qu'on ne rencontre pas de ces situations. D'accord. Cette émission, c'est aussi vos messages, mesdames, messieurs, vous, amis internautes, qui intervenez dans le forum de discussion de Nopiden. Et nous avons un premier message qui dit ceci: bonjour le forum. Faire le nombre d'enfants dont on peut s'occuper correctement sans grincer les dents, c'est une question de responsabilité et de prise de conscience. Par chance, de ce que représentent les moyens dont dispose le couple pour une vie décente et une éducation réussie de la progéniture. Mais comment le réussir? Cela relève d'une entente parfaite au sein du couple. Par conséquent, aucune décision allant dans le sens de cette vision ne peut être unilatérale. Si un des membres du couple décide sans l'aval de l'autre membre, eh bien, la mesure ne va pas prospérer. Un autre message qui dit ceci: à mon avis, un seul partenaire ne peut décider de se mettre sous contraception sans l'avis de l'autre.
Le consensus est nécessaire pour faire face aux éventuelles conséquences sur la santé de la femme. Si elle décide de le faire seule, elle ne pourra rien partager avec son époux dans ce sens. Pire encore, si c'est l'époux qui endosse cette responsabilité sans l'aval de sa femme. Comme conséquence, on note entre autres la méfiance, les prises de bec régulières, voire l'absence d'harmonie, la polygamie, la séparation, le divorce, etc. Ouvrir la porte à l'infidélité, c'est possible quand il y a disharmonie. Mais ce n'est qu'un prétexte. De toute façon, on ne doit prendre cette affaire de planning à la légère. Et il faut s'informer véritablement avant de se lancer sur cette piste pour ne pas avoir subi de conséquences néfastes. Un autre message qui dit ceci: selon des confidences, il paraît que dans beaucoup de couples, la femme ne peut pas oser, la femme ne peut oser entamer une telle discussion avec son mari si elle ne veut pas se retrouver dehors avec ses bagages. Il y a également le fait que certains hommes, quelle que soit la période du cycle menstruel de la femme, doivent satisfaire leur libido sans aucune mesure de protection. Quand surviennent les grossesses, ou bien quand survient une grossesse, la femme se retrouve seule à y faire face jusqu'à la naissance de l'enfant. Et à ce moment, c'est monsieur qui reçoit encore les lauriers. Du coup, beaucoup de femmes vivant dans ces conditions prennent leurs dispositions en allant faire, sans l'avis de l'homme, la contraception qu'elles souhaitent. Enfin, il a donné quelques exemples. Ce faisant, elles cèdent et aident également leur mari à espacer les naissances. Dans ce cas, faut-il blâmer la femme? Effectivement, il y a d'ailleurs même un intervenant qui répond à cette question en disant « Je ne pense pas. Quand vous avez un époux qui ne veut rien en savoir, c'est plus que compliqué. Vous vous retrouvez seul face à une décision bilatérale. » Allez, c'était là vos messages, mesdames, messieurs, vous qui avez participé, merci à vous. Monsieur Gévaudo, on va faire un dernier tour de table. Si vous devriez donner des conseils et conclure ce débat, que diriez-vous? Ouais, mon simple conseil, c'est d'abord l'entente. L'entente, oui, s'il te plaît. Tu sais que, on suppose que l'homme, il est fonctionnaire ou bien il est entrepreneur et la femme est ménagère. Donc il y a un déséquilibre au niveau du point économique. Mais si la femme est peut-être avocate, médecin et l'homme est journaliste, là, on s'entend sur un principe de base. Tu t'occupes de l'enfant, moi je m'occupe de temps. Et on fait une discipline des dépenses au foyer. Là, il y a la paix, il y a l'harmonie. Donc, les conseils que moi je peux apporter, c'est quoi? C'est de s'entendre d'abord. S'il y a une telle situation, s'il te plaît, pardon, excuse-moi, voilà ce que je veux faire. Voilà les 3 mots. Voilà les 3 mots. Et c'est fini. Je pense que quand ces 3 mots sortent, banalement, ils s'entendent. C'est des mots magiques. N'est-ce pas? Oui. Alors, Madame Khouni, dites-nous si vous devriez donner des conseils au couple, aux téléspectateurs et conclure cette émission, que diriez-vous? Moi, je dirais que la contraception, c'est pour apporter de l'harmonie dans le foyer. C'est pour participer au développement du foyer. C'est pour budgétiser les besoins de son foyer en fonction des moyens qu'on a. Donc, quand on voit tout ce que je viens d'énumérer là, on voit qu'il y a plus d'avantages dans la contraception que d'inconvénients. Et pour opter pour une méthode contraceptive, l'idéal, c'est qu'on en discute dans le couple. L'idéal, c'est qu'on s'entende et qu'on accorde ou bien qu'on permette à la femme de gérer sa sexualité. Que l'homme ne dise pas « moi, c'est moi seul qui ai le dernier mot ». Il faut qu'on prenne en considération l'opinion, le point de vue de la femme dans les prises de décision. Ce qui est sûr, la loi ne dit pas besoin de consensus. Mais pour l'harmonie dans le couple, voilà, il faut une discussion. Il faut tout faire pour obtenir le consensus. Il y a de l'harmonie ici, sur ce plateau. Nous, on n'a pas de soucis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé à ce débat.